Bonjour à toutes et tous. Soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire du Club CIC International qui, comme vous le savez, aujourd'hui va porter sur le thème « Comprendre et utiliser les financements européens en R&D et innovation ». Avant de vous présenter nos intervenants du jour, donc je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Pascal Bouvet, je suis le responsable du Club CIC International. Vous le savez certainement, le Club CIC International, c'est 1200 entreprises adhérentes sur toute la France. Ça fait environ 2500 contacts actifs au club. Qu'est-ce qu'on y fait? Bien évidemment, nous effectuons des webinaires comme celui que vous allez suivre aujourd'hui, mais aussi, vous le voyez derrière moi, des événements qui rassemblent nos adhérents, comme Connexion, qui vient de se terminer par l'étape de Strasbourg, et nous avions fait auparavant Lyon et Lille. Et c'est aussi des formations. Aujourd'hui même, une formation est en cours sur un sujet très technique, les incoterms. C'est aussi évidemment des rencontres entre adhérents. C'est aussi évidemment des événements que vous pouvez retrouver sur l'app du club. Vous avez vu la petite vidéo de lancement qui était auparavant. Et sur l'app du club, chaque adhérent peut s'inscrire directement, peut contacter par exemple nos bureaux de représentation CIC à l'étranger, mais aussi les autres adhérents qui y sont, échanger avec eux. Voilà, nous sommes, en un mot, nous sommes un vrai club, le premier club international de France. Voilà, j'ai fait ma minute de prosélytisme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais tout d'abord vous présenter nos 3 intervenants du jour, que je remercie vivement pour leur participation. Donc, les voici. Donc, vous voyez Justine Rolletto-Deschini d'ABGI. Bonjour, ma chère Bonjour. Justine. Voilà. Enchantée. Voilà. Nous avons aussi d'ABGI aussi Sophie Duménieux, que vous voyez. Bonjour Pascal. Bonjour Sophie. Et nous avons aussi notre représentant CIC en Allemagne au bureau de Francfort, Christophe Platzboda. Allô. Et voilà. Bonjour mon cher Christophe. Donc, ce webinaire, avant de laisser la parole à nos intervenants du jour, je remercie vivement ABGI, qui est aussi adhérent du Club CIC International, pour son intervention, parce que sans eux, évidemment, on nous aurait été bien en difficulté pour mener ce type de webinaire. Simplement vous dire comment va se dérouler ce webinaire. Donc, vous le savez, vous allez avoir une présentation de nos intervenants du jour. À l'issue, nous aurons 10 à 15 minutes, on verra selon le déroulé, 10 à 15 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Évidemment, il est fait pour ça. Nous tenterons d'y répondre. Nul doute que nos spécialistes sauront le faire. Voilà. Je crois qu'il est temps on avait pris quelques instants de retard. Ce n'est pas notre habitude, mais voilà, on a eu des petits soucis techniques. Mais peu importe, nous y sommes. Donc, il est grand temps de lancer ce webinaire et j'ai le plaisir de laisser la parole à Sophie Duménieux qui va nous en donner le sommaire, je crois. Merci beaucoup Pascal. Donc on peut se représenter très rapidement. Donc moi de mon côté, je suis Sophie Duménieux, je suis consultante senior chez ABGI depuis maintenant 3 ans. Et donc je suis spécialiste des sujets autour du financement de l'innovation et plus particulièrement des financements européens. Et je laisse Justine également se présenter et ensuite on vous présentera le sommaire. Bonjour à tous, donc moi je suis Justine Rolletto-Deschini. J'ai le plaisir de travailler pour ABGI depuis presque 12 ans maintenant. Et aujourd'hui, je suis en charge des ventes croisées et de la coordination de nos missions à l'international. Merci Justine. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est de comprendre un peu mieux comment on peut utiliser et solliciter les financements publics européens autour de la R&D et de l'innovation. Donc si on peut passer sur
le sommaire, merci. Donc, on va démarrer par rapidement une explication de comprendre le panorama des financements européens, qui se charge de distribuer les financements européens, comment ils sont accessibles. Ensuite, on fera un zoom sur les programmes qui existent, quels sont les programmes accessibles, qu'est-ce que vous pouvez faire financer. Ensuite, on parlera de comment utiliser les financements européens et on vous donnera des petits tips sur comment maximiser les chances de succès pour les solliciter. On fera un focus sur la R&D en Allemagne et enfin, on terminera par la présentation du crédit impôt recherche en Allemagne. Donc, si on peut, merci beaucoup. Donc, tout d'abord, très rapidement, comprendre les financements européens, comment fonctionnent et comment s'organisent les financements européens. Donc, merci beaucoup. Je n'ai pas la main sur les slides, donc je vais demander de diffuser les slides. Merci. Comment ça se passe? Dans l'Union européenne, l'Union européenne va soutenir des projets qui, chaque année, vont participer à la réalisation de ces grandes politiques. Et pour assurer la mise en œuvre de ces grandes politiques, l'Union européenne va établir une programmation annuelle et définir des programmes qui vont être dotés de budget. Dans l'Union européenne, ce sont la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement qui vont être les deux grandes instances qui vont venir définir et voter ces programmes et ces budgets. Et opérationnellement, comment ça se passe? Il y a des appels à projets qui sont publiés tous les ans et qui sont pilotés, mis en œuvre et gérés par des opérateurs qui sont en général des agences de la Commission européenne et de la Banque européenne d'investissement. Donc, votre porte d'entrée, ce seront les appels à projets qui vont être publiés annuellement et dont les modalités d'accès et de participation vont être décrites dans des cahiers des charges. À titre d'exemple, on a l'agence exécutive pour la recherche européenne qui va piloter, publier les appels à projets pour le programme Horizon Europe, ou encore l'agence européenne pour le climat qui va venir piloter et publier les appels à projets du programme LIFE. Si on peut passer à l'autre slide. En termes d'aide octroyée, pour faire simple, sur les financements européens, il y a deux grandes typologies d'aides qui sont octroyées. Il y a les financements dilutifs, donc les subventions qui sont accessibles via les programmes sectoriels. Et ensuite, on a une autre typologie d'aide qui sont les prêts et les garanties. Et ça va être piloté par la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement. Si on peut passer à le slide, merci. En termes de typologie d'acteurs qui peuvent accéder au financement européen, c'est assez large. On va avoir les grandes entreprises, les moyennes entreprises, les PME, les TPE. On va aussi avoir les universités, les centres de recherche ou encore les associations. Donc, panorama assez large. Être une PME, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ça ne va pas vous permettre d'avoir plus des taux de cofinancement préférentiels. Par contre, dans certains programmes européens, avoir des PME qui participent, ça va être un prérequis. Et la définition d'une PME au sens communautaire, elle est assez stricte. Donc, c'est pour ça qu'on vous l'a mise ici. Il y a deux facteurs à prendre en compte pour être qualifié de PME. Tout d'abord, le nombre d'employés qui doit être inférieur à 250 et soit le chiffre d'affaires ou le bilan. Vous devez avoir un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros et un bilan inférieur à 43 millions d'euros. Donc, si vous répondez à ces critères-là, vous pouvez être qualifié de PME au sens communautaire. Et si vous avez un doute, on vous a mis en bas un petit lien qui est un outil fait par la Commission européenne, très rapide à remplir pour savoir si vous correspondez bien aux critères d'être une PME au sens communautaire. Et en termes de rôle qu'il est possible d'avoir pour une PME, aussi, c'est assez large et ça dépend des programmes européens que vous allez solliciter. Vous pouvez être monopartenaire, c'est-à-dire vous pouvez être tout seul à candidater ou alors vous pouvez candidater en consortium. Et là, si vous êtes en consortium, vous pouvez être soit coordinateur du consortium, donc coordonner les activités techniques et administratives et l'ensemble du partenariat, donc ça demande une implication un peu conséquente, ou alors vous pouvez être partenaire technique du consortium.
Si on continue maintenant qu'on a vu un peu comment, qui gère, qui distribue l'argent et comment un peu s'organisent ces financements européens, on va parler des programmes accessibles. Le but aujourd'hui, c'est pas de vous présenter tous les programmes parce qu'on n'a pas assez de temps, ça serait beaucoup trop long, mais de mettre en avant le fait qu'il existe une pluralité de programmes européens qui vont venir financer une pluralité de thématiques et de niveaux de maturité de projets. On va avoir des programmes européens qui vont venir financer des activités de recherche et d'innovation, d'autres programmes qui vont venir financer l'investissement dans des capacités industrielles ou encore des programmes qui vont venir financer le déploiement de prototypes. Par exemple, vous avez le programme LIFE, qui est l'instrument financier pour venir financer les activités autour de l'environnement et des actions climatiques, ou encore, comme vous pouvez le voir, le programme Connecting Europe Facility, qui est l'instrument de financement pour venir déployer des infrastructures de transport, d'énergie, de télécommunications. Donc, comme vous voyez, c'est assez large. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Union européenne va venir financer des projets innovants. La Commission européenne, elle n'a pas vocation à venir financer ce qui peut être financé à l'échelon national. Donc, la vraie valeur ajoutée ici, ça va être financer la nouveauté et l'innovation. Comme on vous l'a dit, on ne va pas vous présenter tous les programmes, ça serait beaucoup trop long. Par contre, ce qu'on a souhaité aujourd'hui faire, c'est faire un rapide focus sur 3 programmes, le programme Horizon Europe, le programme EIC Accélérateur et le programme Eurostar, parce que ce sont des programmes qui peuvent être intéressants pour les PME, où en général, les PME participent activement, et aussi parce que sur l'EIC Accélérateur et l'Eurostar, être une PME est un prérequis pour accéder à ces programmes. Donc, si on se focus sur le premier programme, le programme Horizon Europe, je suis persuadée que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce programme. Le programme Horizon Europe, c'est l'instrument financier de la Commission européenne qui est doté d'un budget de 95 milliards d'euros. Donc, c'est assez conséquent. Si vous pouvez juste passer à la slide suivante, merci. 95 milliards d'euros sur 2021. 2027. Et donc, c'est le programme qui va venir soutenir les activités de recherche et d'innovation. C'est un programme qui se compose de 4 piliers. Nous, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est les piliers 2 et 3. Le pilier 1, très rapidement, c'est pour venir financer les activités de mise en réseau de chercheurs et le développement d'infrastructures de recherche. Et ce qui nous intéresse, comme je l'ai dit, c'est le pilier 2 et le pilier 3. Le pilier 2, c'est le pilier qui s'appelle problématique mondiale, dans lequel l'Union européenne va financer des projets collaboratif et elle va venir ouvrir une série d'appels à projets sur 6 clusters qui viennent répondre à ce qu'elle appelle des problématiques mondiales. Donc, on va avoir la santé, la culture, la sécurité, le numérique, l'industrie, le climat, l'énergie, les mobilités et un dernier cluster autour des questions d'agriculture et d'environnement. Donc, comme vous voyez, c'est assez large et chaque année, l'Union européenne va venir publier des appels à projets sur ces 6 clusters-là. Donc, niveau thématique, c'est très précis. Il y a un cahier des charges très précis avec des activités qui sont très bien décrites, mais les niveaux de taux de cofinancement et les niveaux de subventions accessibles sont assez conséquents. Et enfin, en suivant, nous avons le pilier 3, qui est le pilier pour une Europe innovante, qui est géré par le Conseil européen de l'innovation. Et on va venir vous le présenter juste après. Et le pilier 4, c'est le pilier destiné à favoriser la participation d'entités hors Union européenne. Pour vous donner un peu un exemple de type de projet, parce que là, c'est beaucoup d'informations, mais pour vous permettre un peu d'avoir une idée un peu plus concrète de ce qu'on attend sur les projets Horizon Europe, en particulier le pilier 2. La porte d'entrée, c'est les projets collaboratifs, donc les projets en consortium. Et qu'est-ce qu'on appelle les projets collaboratifs? C'est des projets c'est des consortiums dans lesquels il y a au minimum 3 entités venant de 3 pays européens différents. Donc, 3, c'est vraiment la limite, la porte d'entrée. En général, on a des consortiums qui vont de 8 à 15 partenaires. Le but, c'est de favoriser l'innovation collaborative en Europe.
Au niveau des subventions aussi, en fonction de l'appel à projet, les subventions vont de 70% à 100% des dépenses éligibles. Donc, très intéressant. La durée des projets, c'est environ 3 ans. Et on vous a mis sur la droite de l'écran la typologie de dépenses éligibles. Et c'est vraiment la typologie de dépenses que vous allez retrouver dans la majorité des projets européens. Donc, on parle des frais de personnel, des frais de sous-traitance, des frais d'amortissement, des frais d'équipement. Donc ça, c'est pour le programme Horizon Europe. Et on a souhaité vous faire un petit zoom sur des appels à projets qui viennent d'être publiés très récemment, qui viennent d'être publiés le mois dernier. On s'est dit que ça pourrait vous intéresser. Donc, c'est dans le cadre du pilier 2. C'est les appels à projets qui découlent du Clean Industrial Deal, donc du pacte européen pour une industrie propre. Vous en avez peut-être entendu parler. La presse en a pas mal parlé dernièrement. L'objectif, c'est en fait l'Union européenne, elle a souhaité un peu ajouter une touche industrielle au Green Deal, au pacte vert. Je suis sûre que vous connaissez. Et pour ce faire, elle a publié une série d'appels à projets, dont des appels à projets sous Horizon Europe. Et donc, la typologie de projets que Horizon Europe cherche à faire financer dans le cadre de ce Clean Industrial Deal, ça va être les projets qui se situent entre les projets de recherche et les projets d'investissement. Donc, vous avez fini vos activités de recherche, vous n'êtes pas encore sur vos activités de commercialisation, vous êtes plus au niveau du prototype et de la démonstration. Et donc, l'Union européenne va chercher à faire financer des projets autour des technologies propres, donc ce qu'elle appelle les clean tech, et aussi les projets qui vont proposer une alternative aux industries à forte consommation énergétique. Par exemple, les industries chimiques, métallurgiques, sidérurgiques. Donc là, la porte d'entrée, toujours 3 pays européens dans le consortium. Ces appels à projets, ils ont une deadline, comme tous les appels à projets européens. Et je vois qu'il y a une petite coquille sur la slide. Ils sont ouverts jusqu'au 15 septembre 2026. Donc, ça vous laisse pas mal de temps pour candidater. Et on vous en a parlé parce que les budgets sont assez conséquents. Pour 2026, l'enveloppe de ces appels à projets, elle est de 275 millions d'euros. Et il est attendu des subventions allant de 15 à 25 millions d'euros par projet. Donc, ça veut dire une quinzaine de projets financés. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, Sophie, voilà pour… oui, Pascal, vous avez une question. Sophie, ça m'interpelle ce que vous dites. Donc, c'est bien dans le cadre d'Horizon Europe. Ça veut dire que le fait qu'il faut un consortium avec minimum 3 entreprises venant de, si j'ai bien tout compris, de 3 pays de l'UE différents. On est bien Exactement, oui. 3 entités de 3 pays membres différents. Et ça va être vraiment la porte d'entrée sur pas mal de projets, pas mal de programmes européens. Mais c'est une vraie caractéristique d'Horizon Europe, en effet. D'accord. Et puis, par contre, c'est possible dans le cadre de Clean Industrial Deal sur tout type, je dirais, de technologies. Si vous rentrez dans les technologies qui sont dans les thématiques que je viens de présenter, par exemple énergie renouvelable, stockage d'énergie, hydrogène, etc. D'accord, très bien. Même moi, je semble avoir compris, donc c'est merveilleux. Parfait. Bon, s'il y a des questions, on les prendra en fin de webinaire. Si on continue sur un autre programme très intéressant pour les PME, c'est l'EIC, donc le Conseil européen de l'innovation. La logique ici, elle est un peu différente de ce qu'on a vu sur Horizon Europe. L'EIC, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, si vous pouvez passer à l'autre slide, c'est le bras armé de l'Union européenne pour avoir des licornes et des champions européennes pour un peu concurrencer les solutions et les projets qui peuvent émerger en Chine ou aux États-Unis. Donc là, on va se focaliser sur des projets que l'Union européenne aime bien appeler disruptifs. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne va financer que des projets qui vont au-delà de l'état de l'art, qui amènent une vraie nouveauté, un avantage concurrentiel à l'Union européenne et qui viennent disrupter les marchés.
Il y a 5 typologies d'appels à projets, donc on ne va pas tous vous les présenter aujourd'hui. Vous pouvez les voir à l'écran de l'EIC Pathfinder à l'EIC Advance. La logique, c'est que l'EIC Pathfinder va financer plus les projets, par exemple, de recherche fondamentale, et l'EIC Accelerator et l'EIC Advance, on va être sur le financement de projets très, très proches de la commercialisation. Ce qui est intéressant ici, et la logique à avoir, c'est qu'on ne va pas forcément, alors je parle de projet, mais c'est un abus de langage. À contrario d'Horizon Europe, on va vraiment financer des projets sur une thématique. Ici, on va financer plus une histoire d'entreprise, une entreprise ou un projet d'entreprise. L'objectif, ça va vraiment être d'accélérer le déploiement sur le marché d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que l'approche, elle est bottom-up. Donc, ça veut dire qu'elle est toute thématique. Vous pouvez présenter un projet sur n'importe quelle thématique. L'important, c'est que votre projet, il soit disruptif et au-delà de l'état de l'art. Donc, si on peut aller sur l'autre slide. Ici, donc, on vous a positionné les différents appels à projets en fonction de l'échelle des maturités des projets. Mais nous, on souhaitait se focaliser aujourd'hui sur l'EIC Transition et l'EIC Accélérateur parce que c'est particulièrement intéressant pour les PME. Donc, si on peut aller sur l'autre slide, s'il vous plaît. L'EIC Transition. L'EIC Transition, vous pouvez y accéder en monopartenaire ou en collaboratif. Il y a un appel à projet publié par an. Donc, pour cette année, l'appel à projet EIC Transition, il est accessible jusqu'au 16 septembre 2026. Et l'objectif ici, c'est de faire maturer une technologie et un concept commercial. En fait, c'est vraiment pour les entreprises qui sont sur ce qu'on appelle la vallée de la mort. Donc, vous avez vos résultats, vous savez que ça fonctionne. Néanmoins, vous n'êtes pas encore à l'étape de la commercialisation et c'est ce gap qui est très difficile à franchir. Et c'est ce que cible l'EIC Transition. Il y a des règles d'éligibilité un peu particulières sur l'EIC Transition, c'est-à-dire que les candidatures doivent être construites sur des résultats qui proviennent de projets ayant déjà bénéficié de financement européen. Donc, la liste des projets éligibles est disponible en ligne, on pourra vous la transmettre. Mais voilà, c'est la petite particularité d'éligibilité sur ce dispositif-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'aide, il est particulièrement intéressant. Il est de 100% des coûts éligibles et vous pouvez avoir une subvention qui va jusqu'à 2,5 millions d'euros. Et enfin, l'autre dispositif, c'est l'EIC Accelerator. Alors lui, il est très intéressant. On a accompagné beaucoup d'entités. On a eu pas mal d'entités lauréates sur ce dispositif. L'EIC Accelerator, pourquoi c'est intéressant? Tout d'abord parce que vous pouvez y accéder tout seul. C'est comme on appelle monopartenaire et c'est un dispositif qui cible particulièrement les startups et les PME européennes. Ensuite, en termes, comment vous pouvez y accéder, c'est si votre projet d'entreprise est mature, c'est-à-dire que vous savez que vos résultats marchent, vous avez fait votre démonstration, en général, vous avez fait votre démonstration dans un environnement réel et il vous manque un petit coup de pouce pour terminer vos dernières briques technologiques et pour accéder à de nouveaux marchés. La particularité de l'EIC Accelerator, c'est que vous pouvez solliciter à la fois de la subvention et de l'equity, donc des fonds propres. Vous pouvez, la subvention va venir financer vos dernières briques technologiques, donc vous pouvez solliciter jusqu'à 2,5 millions d'euros de subvention et l'equity va venir, vous pouvez le solliciter jusqu'à 10 millions d'euros et ça va venir financer vos activités de commercialisation et d'atteinte des marchés. Donc là, ça veut dire que l'EIC va faire partie de votre tour de table. En général, série A, série B et va venir au capital de votre entreprise. On est toujours sur des innovations de rupture, donc ça, à garder en tête. Le processus de candidature, il est un peu particulier. C'est un processus en 3 étapes. La dernière étape étant une interview devant un jury. L'étape 1, c'est un petit dossier de candidature dépôt au fil de l'eau. Et l'étape 2, si vous êtes sélectionné après l'étape 1, c'est un dossier de candidature un peu plus conséquent où là, il y a plusieurs dates de relève chaque année et donc on vous a mis là les dates de relève. Pour 2026, il y en a 1, 2, 3, il y en a 5 dates de relève. Ouais. Et le dernier programme, qu'on souhaitait vous présenter. Oui, je peux me permettre une question. Oui.
Est-ce qu'il y a des critères, je dirais, vous savez, on c'est à certains banquiers par Mino, est-ce qu'il y a des critères financiers minimum pour candidater? Je veux dire, je sais pas, Critères financiers minimum, une c'est… structure financière minimum, Ouais. des fonds propres minimum, je ne sais pas. Alors, dans les Peut-être règles, une code. il n'y a pas marqué de fonds propres minimum. Si vous connaissez un peu BPI France et les financements Oui. nationaux, en général, c'est 1 euro d'aide pour 1 euro de fonds propres. On n'est pas sur cette logique-là. Par contre, l'EIC, on va venir vous demander des éléments assez précis sur votre bilan, vos profit and loss, votre BFR, etc. Il n'y a pas de seuil. Il faut que votre entreprise elle soit un minimum quand même solide financièrement. Après, il y a certaines thématiques où, bien évidemment, le seuil de rentabilité, si le seuil de rentabilité n'est pas atteint, ça s'explique notamment les biotech, par exemple. Donc ça, c'est en fait, il n'y a pas de règles, mais il faut être un minimum solide. Et par contre, si vous demandez de l'equity, vous devez demander minimum 1 million d'euros d'equity. Donc ça, c'est les règles. Mais sinon, il n'y a pas de seuil financier minimum à avoir. Ok. Merci Sophie. Et le dernier programme, c'est le programme Eurostar. Donc là, la logique, alors vous êtes passé sur la slide avant, il faut passer la slide après. Merci. Le programme Eurostar, le dernier programme qu'on voulait vous présenter. Pourquoi? Parce que c'est un programme spécifique pour les PME. Donc la logique, elle est différente d'Horizon Europe et de l'EIC. L'objectif du programme, c'est soutenir les projets d'innovation collaborative portés par des PME. Donc là, toute thématique, vous pouvez présenter toute thématique que vous voulez. L'objectif, c'est que ça soit une PME qui coordonne le projet collaboratif et le budget doit être en majorité porté par des PME. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir des centres de recherche, des grandes entreprises, des ETI dans votre consortium. Néanmoins, ça doit être une PME qui doit leader le consortium. Et s'il y a des PME présentes dans le consortium, quand on regarde les masses budgétaires, ça doit être les PME qui portent en gros, qui font le plus d'activités et qui portent le plus de budget. Quand on parle de projet collaboratif sur ce programme, il y a un petit twist, c'est au minimum 2 partenaires de 2 pays participants au programme Eurostar. En termes d'échelle de maturité ou de déploiement des projets, on attend une phase de développement des projets de 3 ans maximum et il est également attendu qu'à la fin de votre projet, votre produit ou le service que vous souhaitez développer, il soit mis sur le marché grand maximum 24 mois après la fin du projet. Et en termes de gestion du programme, ça aussi c'est une précision importante, ce sont les organismes de financement nationaux des pays qui participent au programme Eurostar qui gèrent l'attribution des subventions. Donc si vous êtes une PME française, votre guichet, ça sera pour la France BPI France. Et si vous êtes une entité allemande, votre guichet, ça sera le ministère fédéral de la Recherche et de la Technologie. Donc ça, c'est à garder en tête. Donc, comme je vous l'ai dit, programme spécifique pour les PME. Par contre, conditions d'accès plus faciles, on va dire, que Eurostar et EIC. Niveau de compétitivité aussi moindre. EIC, c'est très compétitif. Eurostar aussi, c'est très compétitif parce que les taux de cofinancement sont très importants. Il y a des candidatures de toute l'Europe. Eurostar, c'est un peu moins compétitif. Les dossiers sont plus faciles. Par contre, le taux d'aide, justement, il est un peu moindre. En général, c'est 40% pour les PME et le montant max de subvention à l'échelle d'un projet qu'on peut avoir, en général, c'est de 3 millions. Donc, voilà pour la présentation des programmes. Vous voyez, il y a plusieurs dispositifs qu'il est possible d'enclencher selon votre échelle de maturité de projet, selon comment vous souhaitez vous positionner. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est comment utiliser en fait au mieux ces financements européens. Parce que il y a une multitude de programmes, une multitude de thématiques et ça peut être un peu compliqué parce que là, j'imagine ça vous fait beaucoup d'informations, ça peut être un peu compliqué de naviguer dedans et de savoir quel programme solliciter, comment trouver l'information, quelle place à avoir dans un projet. Donc, ce qu'on vous a fait, c'est on vous a mis une liste de questions à se poser qui va vous permettre un peu de réduire le scope et de savoir quel programme solliciter.
Tout d'abord, il faut savoir sur quelle thématique vous souhaitez vous positionner. Est-ce que vous avez un projet d'environnement? Est-ce que vous avez un projet d'infrastructure? Est-ce que vous avez un projet numérique? Ça va déjà vous permettre de réduire la liste de programmes. Si vous avez un projet environnement, vous vous dites « Ah bah, pourquoi pas le programme LIFE ?» Si vous avez un projet vraiment de recherche, pourquoi pas le programme Horizon Europe? Ensuite, quel niveau de maturité? Il faut se poser la question où est-ce que vous vous positionnez en termes de développement aujourd'hui et quels sont les développements qui vous restent à faire. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà eu des premiers résultats? Est-ce que vous avez testé votre solution, votre service dans un environnement réel? Quelle est la prochaine étape et quand est-ce que vous atteindrez cette prochaine étape? Ça, déjà aussi, ça peut vous permettre de vous orienter sur le bon programme. Horizon Europe, on a dit que ça finançait la recherche et l'innovation, donc les activités plus autour de la recherche, de la démonstration. Vous avez, on ne vous l'a pas présenté aujourd'hui, mais le programme Innovation Fund qui, lui, va venir financer les investissements dans des capacités industrielles. Donc, vous voyez, deux logiques différentes et ça peut vous permettre aussi d'élaguer et de cibler un peu mieux les programmes. Ensuite, une autre question à se poser, de quel type de financement vous avez besoin? Est-ce que vous cherchez plus de la subvention? Ou alors, est-ce que vous cherchez plus de l'equity? Donc, ça serait plus EIC. Ou peut-être du prêt. Donc, ça serait plus aller voir la BEI. Ensuite, quel rôle vous souhaitez avoir? Est-ce que vous avez les épaules pour être un coordinateur de projet? Est-ce que vous pouvez aller vers un consortium? Ou alors, est-ce que vous souhaitez juste être, et ce qui est très bien aussi, partenaire d'un projet? Le planning aussi. Donc, le planning, c'est de savoir quand est-ce que quelles sont vos prochaines étapes? Quand est-ce que vous pourrez commercialiser votre innovation? Important à savoir. Votre budget aussi, de combien vous avez besoin pour réaliser vos activités. Et ensuite, quel serait l'impact de votre projet? Très important. Et ça va vous permettre aussi de savoir, en vous posant cette question, est-ce que vous avez vraiment un projet d'innovation? Est-ce que vous allez au-delà de l'état de l'art? Ou alors, votre impact est peut-être moindre que sur le territoire national, auquel cas, ça vous permettra de vous dire peut-être que le guichet le plus adapté, c'est un guichet national. Et enfin, on vous a mis quelques tips, les bons réflexes à avoir et à garder en tête pour maximiser les chances de succès d'un projet européen. Parce que, comme vous avez pu le comprendre, accéder au financement européen, c'est pas facile, c'est faisable. Mais les financements européens, c'est assez compétitif. Il y a quelques bons réflexes à savoir, parce que quand on s'engage la première fois dans les financements européens, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément. Tout d'abord, toujours, c'est anticiper son projet. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de quel appel à projet je veux cibler au moment où l'appel à projet il sort. Parce qu'en général, vous avez 4 à 5 mois pour candidater. Mais dans ces 4 à 5 mois, il faut trouver vos partenaires, trouver votre consortium, écrire votre candidature, faire votre budget, remplir toutes les annexes, etc. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'anticiper et de vous poser toutes les questions qu'on a mis dans la slide précédente dès aujourd'hui. Ensuite, quand l'appel à projet est publié, c'est vraiment de faire une lecture approfondie de l'appel à projet, de toutes les règles de participation. Et alors, c'est pas pour prêcher pour notre paroisse, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner par un cabinet de conseil qui va vous permettre un peu de déchiffrer les appels à projet, parce que le langage, il n'est pas toujours pédagogique. Et en général, la personne que vous aurez en face, si elle connaît bien les financements européens, elle vous permettra de déchiffrer l'appel et d'un peu mieux le comprendre. Ensuite, construire un partenariat. Trouver des partenaires, ça peut paraître une montagne, mais c'est faisable. Et il y a plein de créneaux pour trouver des partenaires. Si vous travaillez avec un cabinet de conseil, les cabinets de conseil en général ont une multitude de clients sous le coude. Donc déjà, ça peut être un premier guichet. Ensuite, les points de contact nationaux. Tous les programmes que je vous ai présentés, ils ont ce qu'on appelle des points de contact nationaux dans tous les pays membres de l'Union européenne. Et donc, ils ont une bonne aperçu aussi de l'écosystème sur les territoires. Donc, ça peut être bien. Et ensuite, les sessions, ce qui s'appelle les brokerage events, en général organisées par la Commission européenne sur des appels à projets précis. Et c'est un peu des speed dating où vous vous inscrivez et vous êtes mis en relation avec des entreprises qui sont elles aussi intéressées par le même appel à projet que vous. Donc, très intéressant. Et ensuite, dernier tips, c'est vous faire accompagner. Parce que écrire une candidature européenne pour un projet européen, ça demande du temps. En général, c'est des dossiers entre 50 et 120 pages.
Et il faut que le dossier soit harmonisé. Il y a un langage, il y a une manière d'écrire les appels à projets et on vous conseille fortement de ne pas le faire tout seul et de vous faire accompagner parce que ça prend du temps. Et enfin, monter son projet, c'est-à-dire monter son projet en cohérence avec les attendus du call, en cohérence avec les critères, en cohérence avec les impacts, avoir un budget robuste. Et donc voilà, ça c'est toute la chaîne qu'il est important d'avoir en tête pour construire un projet et avoir une candidature qui soit lauréate. Et le dernier point, ce qu'on a voulu faire pour vous amener un peu concret, on vous a mis quelques exemples de projets européens que nous avons accompagnés chez ABGI qui ont été lauréats et dans lesquels il y a des partenaires allemands. Donc, pour vous montrer juste que c'est possible et sur différentes thématiques et sur des projets sur des programmes, qui sont assez compétitifs et avec des subventions assez attractives. Donc, on vous a mis quelques projets ici. Je ne vais pas tous les décrire, mais par exemple, vous avez le projet Hibiscus, le premier projet que j'ai personnellement monté sur le secteur de la construction biosourcée, dans lequel il y avait 13 partenaires. Dont 2 partenaires allemands, Fraunhofer, que je suis sûre que vous connaissez très bien. C'est un projet qui avait un budget de 9 millions d'euros et qui a eu une subvention de 7,5 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Si je me souviens bien, le taux de cofinancement était de 70%. On vous a mis également le projet Horizon, un autre projet Horizon Europe, Black Cycle, qui l'objectif, c'est de mettre en place une chaîne d'économie circulaire autour du pneu. Pareil, 3 partenaires allemands, c'est un consortium de 13 partenaires, budget de 15 millions d'euros et une subvention de 11 millions d'euros. Donc, vous voyez, sur une toute autre thématique. Et enfin, on a accompagné 2 projets du Fonds européen de défense, donc sur des thématiques de fluides et de moteurs, de pièces mécaniques, donc dans le secteur de la défense. Donc là aussi, avec des budgets assez conséquents, sur le Fonds européen de défense, le taux de cofinancement est de 100%. Et donc, on a accompagné beaucoup de projets sur le Fonds européen de défense. Et comme vous pouvez le voir, le projet Actor, par exemple, 6 partenaires, dont 2 partenaires allemands, dont des partenaires académiques avec une université. Donc, l'objectif ici, c'est de vous montrer que les PME et les acteurs allemands, bien évidemment, sont éligibles sur une pluralité de thématiques. Là, on a la défense, le secteur de la construction, les pneus, et avec des budgets et des taux de cofinancement qui sont assez conséquents. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Je passe, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et je passe la parole à mes collègues. Merci beaucoup, Sophie. Merci pour votre enthousiasme sur un sujet qui n'est pas forcément de prime abord complètement excitant, mais c'était parfait et je crois qu'on y reviendra. Mais en effet, on a vu l'importance que pouvaient avoir les fonds européens, mais on reviendra dessus. Merci encore de votre exposé, pour ma foi très clair. On a voulu prendre un peu je dirais, faire un petit recul sur la recherche et l'innovation en Allemagne. Et comme vous le disiez, en effet, Sophie, se faire accompagner, c'est important. Et nous, on le fait avec nos bureaux de représentation partout à l'étranger, et notamment celui de Francfort, avec son directeur Christophe Platz-Bodin. Donc, je vais demander à Christophe de nous faire de nous faire un petit focus sur la R&D en Allemagne avant de continuer l'exposé à BGI. Je t'en prie, Christophe. Oui, bonjour. Alors, très vite, comme le disait Pascal, je dirige le bureau de représentation du CIC en Allemagne. Notre activité presque exclusive, c'est de conduire des analyses qualitatives de marché et d'effectuer des recherches de partenariats commerciaux ou capitalistiques sur le marché allemand. Alors, j'ai voulu, sur une parenthèse très courte, avant de repasser aux choses sérieuses et qu'on vous présente le crédit d'impôt recherche ou l'équivalent du crédit d'impôt recherche en Allemagne, c'est faire un petit topo, un état des lieux très rapide sur la R&D en Allemagne. Qui est un secteur quand même très important. Vous le voyez sur le slide, ça représente en termes de dépenses 137 milliards d'euros. Alors c'était en 2024, aujourd'hui c'est encore plus et ça augmente depuis des années. Si on prend le chiffre d'il y a
il y a 10 ans ou plus de 10 ans, en 2014, je crois que c'était 80 ou 85 milliards d'euros, donc c'est quand même beaucoup. Ça occupe 840 000 personnes, plus de 840 000 personnes à temps plein, et ça représente en Allemagne 3,17% du PIB. Je crois que c'est d'ailleurs en comparaison avec la France, c'est 1% de plus à peu près, pas tout à fait 1% de plus que la France. Donc c'est vraiment beaucoup. Alors si vous regardez le petit camembert à droite, vous voyez que alors, je vous ai laissé ça en allemand pour vous entraîner un peu. Recherche, c'est Forschung, développement, c'est Entwicklung. Alors, souvent, vous trouverez le raccourci FUE, hein, qui est l'équivalent de R&D. Et vous voyez sur le camembert, les 67%, donc plus des 2 tiers sont portés par le secteur privé, en fait, par les entreprises. Et le reste, hein, ce qui est rouge, c'est la partie universitaire, académique, et la partie en bleu foncé, les 15%, c'est la partie publique. Donc une part quand même très très importante des entreprises dans ce domaine. Alors je passe au slide suivant. Alors, un aspect intéressant, ce sont les intervenants dans la R&D en Allemagne. Alors, sur le site que vous voyez en bas, là, sous la source Research in Germany.org. Alors, si vous voulez des détails, n'hésitez pas à y aller, parce que ce site est en anglais. Plus qu'en allemand d'ailleurs. Je crois qu'ils ont arrêté d'actualiser la version allemande il y a quelques années. Donc les acteurs de la R&D dans une matrice. Donc en abscisse, vous voyez fonds publics, fonds privés, ou financement public, financement privé, et en ordonnée, donc vers le haut, en bas recherche fondamentale, et en haut recherche appliquée. Alors, vous retrouvez les acteurs là, à peu près en milieu de graphique, que je pense que vous connaissez tous à peu près. Sophie vient de parler de Fraunhofer, qui est à peu près au milieu du graphique, donc à cheval entre le domaine public, le domaine privé, et la recherche fondamentale et la recherche appliquée. En haut à droite, vous avez évidemment tout l'univers des entreprises, hein, donc les 67%, les gens qui sont responsables pour plus de 2 tiers des investissements de recherche en Allemagne, et puis à gauche et en bas à gauche, toute la partie des instituts, on va dire, publics et semi-publics. Alors, on peut s'y perdre, hein, c'est pour ça, si vous voulez des détails, allez voir le fameux site là qui est indiqué en bas. Et à droite, je vous ai mis une petite carte juste pour illustrer le fait que, alors sur la carte, vous avez uniquement les acteurs publics et semi-publics, mais pour illustrer le fait que y a pas une région pour la recherche en Allemagne, mais ça concerne vraiment tout le pays. Et à plus forte raison, les entreprises, puisqu'elles sont vraiment réparties sur l'ensemble du territoire allemand. Alors évidemment, il y a des clusters dans certains domaines, mais c'est vraiment un effort national qui est effectué. Ensuite, alors très brièvement aussi, les secteurs de l'économie ou de l'industrie leader en matière de R&D. Alors, ce n'est pas une surprise, hein, vous avez l'industrie automobile en tête, mais ça, c'est parce que les entreprises comme Volkswagen ou Bosch, l'équipementier, ont des très, très, très gros services et de très grosses activités en termes de R&D. Et puis ensuite, vous voyez aussi les domaines d'excellence allemande, tout ce qui est électrotechnique, la machine, l'industrie mécanique. Ensuite, au milieu, vous avez tout ce qui est start-up, nouvelles technologies, biotech, etc. Et enfin, les technologies de l'information et de la communication, évidemment, et la partie pharmaceutique. Donc ça, c'est les secteurs de l'industrie qui sont vraiment en pointe en matière de R&D. Donc, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Justine, qui va vous en dire plus sur l'équivalent allemand du crédit impôt recherche. Merci. Merci Christophe. Merci Christophe.
Donc du coup, moi, je vais vous parler du Fortune-Zulage, qui est le nom du crédit d'impôt recherche allemand, qui est un nouveau dispositif. En gros, c'est un incitatif fiscal, qui est donc au niveau fédéral, qui a été mis en place en 2020 et qui a pour vocation du coup de soutenir les entreprises de toute taille qui ont des activités de R&D en Allemagne. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un crédit d'impôt, donc il est remboursable, tout comme le dispositif en France, ce qui est quand même une particularité sur les dispositifs que l'on peut trouver en Europe et même ailleurs. Et il est rétroactif, donc on peut venir chercher le crédit d'impôt jusqu'à 4 ans en arrière. Donc là, 2022, 2023, 2024 et 2025, alors que nous sommes en 2026. Donc pour quelles entreprises il est applicable? Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est toutes les entreprises basées en Allemagne, aucune condition de taille, donc PME, ETI, grands groupes, tout secteur industriel, et y compris des filiales de groupes étrangers. Il n'y a aucun prérequis d'être rentable, c'est-à-dire que l'entreprise peut avoir des pertes et ne pas payer d'impôts, et elle va toucher quand même ce montant de crédit d'impôt, tout comme c'est le cas en France. La seule subtilité, c'est qu'il ne faut pas que l'entreprise soit déclarée comme en difficulté. Alors, comme ce que vous pouvez peut-être connaître en France, tout part des projets. Donc, on part d'un projet éligible. Qu'est-ce qu'un projet éligible? C'est un projet qui va répondre à des critères de R&D, qui peut être sous 3 formes, la R&D recherche fondamentale, recherche appliquée ou développement expérimental. Sachant que dans nos industries, on est rarement dans de la recherche en blouse blanche et que ça va être surtout sur de la recherche du développement expérimental qu'on va venir valoriser du Fortune-Zulage. La définition donc, de la R&D, c'est la même que pour le crédit d'impôt recherche français, c'est-à-dire que le manuel de référence est celui de Frascati, où même s'il y a 5 critères, les 2 critères principaux sont la nouveauté technique, donc il faut que ce soit nouveau, un progrès par rapport à l'état de l'art mondial, et il faut qu'il y ait des incertitudes techniques. En gros, on n'est pas sûr que ça va marcher quand on démarre le projet. Et la particularité, par contre, du dispositif allemand, c'est que le risque financier du projet doit être porté par l'entreprise déclarante. Ce qui veut dire qu'en gros, quand vous avez des entreprises qui sont prestataires, qui vont vendre une prestation de R&D pour un client, cette entreprise qui fait donc de la recherche peut tout à fait déclarer du crédit d'impôt recherche allemand. La seule chose, c'est qu'il faut que les contrats entre ses clients et elle soient bien formalisés pour qu'on note qu'à la fin, le client ne va pas acheter si ça n'a pas marché. Parce que ça veut dire donc c'est bien l'entreprise déclarante qui fait la sous-traitance, qui porte le risque financier. Si c'est de toute façon le client, à ce moment-là, il ne peut pas déclarer de crédit d'impôt recherche. Les conditions d'application, alors bon, là, je vais vous les décrire rapidement, mais en gros, vous allez le voir, parce qu'après, on va faire étape par étape. Ce dispositif qui existe depuis 2020, il a déjà eu pas mal d'évolutions. Et des évolutions à son avantage, c'est-à-dire qu'en gros, les taux et les montants augmentent au fil depuis sa création. Donc, l'assiette de dépenses éligibles, est composée des salaires. Donc, on prend 100% des salaires bruts avec les charges sociales du personnel R&D. Donc, bien sûr, par rapport au temps qu'il va passer sur les projets. Ensuite, 60% des dépenses de R&D sous contrat. Donc, dépenses de R&D sous contrat, c'est par exemple quand vous faites appel à des universités ou auprès d'instituts techniques. 70% des dépenses de R&D sous contrat. Donc là, vous voyez, c'est les évolutions. Donc, c'est depuis 2024. Il y a une évolution. Donc, on est passé de 60 à 70%, puis 100%. Ensuite, après, à partir pour les projets ayant commencé à partir de 2026, je crois qu'il y a une petite coquille. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, à partir de 2026, les frais de fonctionnement sont ajoutés. Donc, il y a, en plus, après, une fois qu'on a son assiette éligible, on va rajouter 20% à cette assiette pour venir financer tous les frais supplémentaires. Donc, pour les plafonds et les taux,
à la différence du dispositif français, le dispositif est plafonné. Et ce qui est intéressant aussi et important de savoir, c'est que le plafond, il s'apprécie au niveau du groupe. Donc, si vous avez une entreprise en Allemagne qui a 3 filiales ABC, on va venir apprécier le montant des dépenses éligibles A plus B plus C. Il n'y a pas de distinction entre les PME et les grandes entreprises entre 2020 et 2024. Alors, on le mentionne encore parce que comme on peut encore aller chercher les années 2022-2023, il faut appliquer cette règle-là. En revanche, les taux sont plus importants pour les PME à partir de mars 2024. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans les schémas qu'on va passer rapidement en revue. Donc, ça, c'est les conditions existantes depuis qui étaient... alors là, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas les slides dans l'ordre, mais on va commencer du coup comme ceci, avec le 2020. Donc, 2020... les dépenses éligibles étaient de 4 millions d'euros et on pouvait donc avoir jusqu'à 1 million de dépenses, 1 million de montants de fortune to la gueule, puisqu'on avait jusqu'à 25% de coûts de personnel R&D. Donc, si vos dépenses étaient uniquement liées à des coûts de personnel R&D, vous pouviez obtenir jusqu'à 1 million d'euros de fortune to la gueule et 15% pour la sous-traitance. Et donc après, on va avoir, là, c'est... Celle d'avant. Voilà, celle d'avant. Donc l'évolution à partir de mars 2024 jusqu'à fin décembre 2025. Donc là, comme vous le voyez, le plafond des dépenses, il a augmenté, il est passé à 10 millions. Et il y a eu une distinction entre les taux appliqués aux grandes entreprises, donc toujours à 25%, avec une augmentation quand même des taux sur la sous-traitance. Et pour les PME, on est carrément passé à 35%, avec également une augmentation sur les coûts de sous-traitance. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sur ces années-là, donc 2024-2025, le maximum pour une grande entreprise de fortune to la gueule, c'est 2,5 millions d'euros. 2,5 millions d'euros. Et pour une PME, c'est 3,5 millions d'euros. Et ensuite, à partir de 2026, donc il y a encore une augmentation assez substantielle, puisque nous sommes passés à 12 millions d'euros, avec un maximum pour les grandes entreprises à 3 millions d'euros et 4,2 millions d'euros pour les PME. Alors, je vais vous parler du fonctionnement des étapes de déclaration de ce dispositif qui sont un petit peu différentes de celles qu'on connaît en France. En gros, il y a 2 étapes majeures. La première, c'est qu'on va venir présenter ces projets techniques au l'équivalent du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur en France, c'est-à-dire le BSFZ en Allemagne. Donc, on va venir décrire les projets éligibles en expliquant en quoi est-ce qu'ils répondent bien aux critères. Et on va donner des dépenses associées en disant, voilà, on a eu besoin de tant d'heures de chercheurs, de tant de coûts de sous-traitance, de tant de matériel correspondant, de tant d'amortissement sur des machines utilisées dans le cadre de la R&D. Et on va venir le soumettre. Et on peut soumettre par projet, c'est-à-dire que là, on va soumettre 1, 2, 3, 4 projets. Et le BSFZ va dire à la fin, en général, ça met 2-3 mois, pour dire « je valide ces projets ». Une fois que les projets sont validés par le BSFZ, il y a une deuxième étape qui est d'aller faire la demande via un formulaire l'Elster auprès de l'administration fiscale, où là, on va venir vraiment détailler toutes les lignes de dépenses. Et c'est cette administration fiscale qui va dire « OK » pour ces montants-là. Sachant que dans ces 2 étapes, il peut y avoir des allers-retours pour venir quand même défendre ou répondre à des questions supplémentaires pour essayer d'avoir le maximum, en tout cas ce à quoi vous avez droit, mais vous avez encore des chances de pouvoir défendre vos positions. Et c'est en général ce qu'on fait, nous, avec nos clients. Et donc, du coup, l'administration fiscale, à un moment, va dire « oui, je valide ». Et vous allez toucher l'argent assez rapidement. Donc, en tout, le processus, entre le moment où vous allez demander au BSFZ et le moment où vous allez récupérer les montants, il peut se passer à peu près 8 mois. Ce qui est quand même un processus assez rapide parce que vous pouvez faire cette demande pour les années 2022, 2023, 2024 et ensuite 2025.
Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y avait juste un dernier focus que je vais faire en 1 minute. C'est un rappel sur le fait qu'on peut tout à fait combiner différents dispositifs. Donc, les dispositifs qui vous ont été présentés par Sophie tout à l'heure, les subventions européennes, le crédit d'impôt recherche français et le crédit d'impôt recherche allemand. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas le droit de valoriser 2 fois le même euro. Donc, par n'importe quel biais. Bien dommage, mais... Voilà, on ne peut le faire qu'une fois. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut le faire on peut valoriser plusieurs dispositifs sur des projets de R&D différents, mais aussi sur des projets, sur les mêmes projets, sur des projets communs. On peut prendre un bout de projet en Allemagne pour le Forschungszulager, un bout de projet en France pour le crédit d'impôt recherche français et un bout de ce projet également pour une subvention européenne. Voilà, subvention nationale européenne. Et je continue simplement avec un exemple ici qui illustre avec des chiffres le fait que vous pouvez avoir une entreprise qui va avoir, par exemple, son siège en France et une filiale en Allemagne. En France, elle peut avoir, par exemple, 4 millions de dépenses de R&D éligibles au crédit d'impôt recherche, ce qui va à la fin lui donner un montant de crédit d'impôt recherche d'1,2 million. Elle peut également avoir une filiale en Allemagne qui, elle, peut avoir un budget de 5 millions d'euros. J'entends budget éligible, hein, on part sur cette hypothèse-là. Et 1 million déclaré dans le cadre d'un projet européen, Horizon Europe, qui va être financé donc à peu près à 40%, admettons, hein, sur cette hypothèse-là. Et donc, 400 000 euros. Et le Forschungszulager qui pourrait lui permettre de récupérer donc 1 million d'euros. Et donc là, c'est une petite simulation. En gros, une subvention européenne, vous la touchez en généralement sur 3 ans. Donc là, on fait cette hypothèse qu'on commence par 200 000, puis 100 000, puis 100 000. Ce qui est la seule règle, et pour ne pas toucher 2 fois sur le même euro, enfin 2 fois sur le même euro, on doit déduire les coûts de l'assiette de dépenses éligibles des crédits d'impôt recherche. Donc après, sans rentrer dans trop de mécanismes, vous avez l'illustration sur la droite avec la combinaison du CIR, de la subvention perçue sur l'année 2026 et du Forschungszulager perçu avec la déduction faite. À ce moment-là, à la fin, ce que vous voyez, c'est que chaque année, vous allez toucher plus si vous utilisez les 3 dispositifs que si vous n'en utilisez que 1 ou 2. Et là, c'est juste des étapes pour illustrer la manière dont se passe une déclaration de crédit d'impôt recherche. Et on a peut-être 30 secondes simplement pour dire qu'à BGI, nous sommes présents donc, en Allemagne avec 65 personnes, une entreprise qui existe depuis plus de 25 ans, qui historiquement a été dédiée à toutes les subventions innovation et CAPEX, donc investissement au niveau national et européenne, et qui depuis donc, du coup 2020 s'est intéressé très fortement au Forschungszulager avec des experts scientifiques, financiers, fiscaux sur ce sujet-là. Et puis à BGI au niveau global, donc au niveau international, notre siège est en France, même à Lyon. Nous sommes 600 collaborateurs présents dans différents pays. Et simplement pour illustrer par rapport à ce qu'on s'est dit là, on récupère à peu près 2 milliards de financement par an pour nos clients. Et sur les subventions européennes, on a des taux de succès entre 45 et 65%, ce qui est très fort sur des projets qui sont parfois très compétitifs. Pour donner des ordres de grandeur, on récupère à peu près par mois entre 15 et 17 millions de subventions pour nos clients, hors tous les crédits d'impôt recherche. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Merci mesdames pour vos interventions plus qu'éclairantes, je crois. Donc, vous le voyez, ABG est un de nos adhérents du club, donc vous pouvez les retrouver bien évidemment ici. Et comme on le dit, nous, de la même manière, en termes d'accompagnement export dans le business, évidemment, se faire accompagner, c'est une très bonne idée. Voilà, rapidement, on est parti avec un tout petit peu de retard, donc on va prendre les 2 questions qui sont dans le chat avant de conclure ce webinaire.
J'ai Florence qui nous dit, est-ce que 2 PME faisant partie d'un même groupe dans 2 pays distincts pourraient être éligibles aux aides? Je vous laisse répondre. Sophie, peut-être. Ouais, si c'est une bonne question. Si vous avez la même, ça va dépendre des programmes et des règles des programmes. Mais en général, si vous avez la même maison mère, ça risque un peu d'être compliqué pour justifier deux partenaires différents. Après, en fait, va falloir regarder qui porte les dépenses et ensuite remonter. Si vous faites partir du même groupe, il faut voir à combien les participations du groupe aussi dans ces 2 PME-là. Va falloir regarder ça. En fait, là, je ne peux pas vous répondre comme ça parce qu'il faudrait un peu étudier le sujet. Donc, n'hésitez pas à me contacter, on pourra en discuter. Oui. Mais là, de prime abord, je dirais, alors je ne vais pas dire non, mais je dirais qu'il faudra regarder dans le détail justement les participations de la maison mère et du coup, les activités aussi que porteraient ces 2 PME. Donc voilà, c'est un point d'attention, on va dire. Bon, Florence, vous pouvez contacter Sophie si vous le souhaitez, bien évidemment, pour en savoir plus. Et une autre question, et très rapidement, c'est Aziza qui nous la pose. Vous l'avez peut-être vu. Je vais la synthétiser en disant des PME qui ont besoin de financement encore. Est-ce qu'il y aurait des financements dans les programmes européens sur une PME qui est au niveau précide, donc au tout premier niveau, je dirais. Oui, bien sûr. Oui, il y a on va pas regarder le seul programme sur lequel il est quand même bien conseillé d'avoir fait une première levée et en général une série A, c'est le ESA Accelerator. Sinon, sur les autres programmes qu'on vous a présentés, l'Union européenne ne va pas regarder si vous êtes en précide ou faut juste avoir quand même financièrement les reins un peu solides, mais il n'y a pas de conditions, il n'y a jamais marqué dans les textes, on attend qu'une PME soit au niveau précide. Comme je vous dis, il y aura juste le accélérateur où là, vraiment conseil d'avoir fait une première levée. Sinon, sur les autres programmes, à partir du moment où vous n'êtes pas en difficulté financière, c'est OK. Bon. Écoutez, merci à tous. Merci encore une fois à nos intervenants qui ont été encore une fois percutants sur le sujet. On vous engage vivement à les contacter si vous le souhaitez. Simplement pour conclure, vous dire que nous aurons un nouveau webinaire du Club CIC International au mois d'avril qui va se dérouler le 21 avril. Et le titre est plutôt vendeur, je pense. C'est optimiser votre rapport export grâce à l'IA. J'imagine qu'on aura de nouveaux adhérents qui viendront nous rejoindre. Merci encore une fois, mesdames, messieurs, pour vos interventions. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne journée.